Mais le 7 décembre 1988, un événement survint qui le ramena violemment à ce qu'il avait été, ou à ce qu'il n'avait jamais cessé d'être. Cet événement, c'était la mort en l'espace de quelques secondes de plus de 50 000 Arméniens dans un terrible tremblement de terre en Arménie. Vazken décida aussitôt de se glisser dans les bagages de la Croix-Rouge américaine pour venir en aide aux dizaines de milliers de sans-abri et d'une certaine manière pour enterrer les morts qui, il en prit conscience sur place, en charriaient des centaines de milliers d'autres, ceux qui avaient été exterminés en 1915 et 1916 et que j'avais toujours tués à son père. Cette expérience fut si forte pour lui qu'à la chute de l'Union soviétique, son diplôme en poche, il reprit le chemin de l'Arménie, cette fois indépendante, pour se mettre au service de l'Union qui avait installé en 1989 une représentation permanente du Conseil central à Yerevan. Pendant près de 15 ans, il travailla d'arrache-pied pour aider à la reconstruction du pays. C'est lorsque j'ai senti la mort venir que je l'ai rejoint. Inutile de s'appesantir sur nos retrouvailles, elles furent magnifiques. Yerevan avait bien changé, avec ses hauts immeubles gris, typiques de l'architecture soviétique des années 70. Nous nous rendîmes d'abord à la cathédrale Saint-Grégoire, dont la construction avait été en grande partie prise en charge par la famille Manoukian. À peine entré à l'intérieur, Vazken m'annonça fièrement qu'elle était désormais la plus grande église arménienne du monde. Le soir venu, nous allâmes à l'opéra écouter l'orchestre philharmonique d'Arménie et un violoncelliste virtuose qui jouait Khatchadurian et la symphonie fantastique. Depuis plusieurs années, l'Union subvenait aux besoins des musiciens, car la musique, si superbement interprétée fut-elle, ne suffisait pas à les nourrir. La salle était comble. En observant les visages dans l'assistance, je constatais à quel point ils m'étaient familiers. Nous avions grandi loin les uns des autres, séparés par l'espace et l'idéologie, au point de s'être mutuellement considérés comme des étrangers. Mais après une si longue ignorance, nos lignes de vie se rejoignaient enfin. Le lendemain, la banlieue d'Erevan se réveilla au son des cloches d'Etchmiadzin, le siège de l'église arménienne depuis 1700 ans. Le catholicos Karikin II fit une entrée remarquée et célébra la messe dans l'église bondée. À la fin de l'office, Vazken fit ouvrir les salles du trésor. Les reliques et les œuvres d'art y étaient magnifiquement disposées. Mais au-delà de l'esprit de conservation des richesses de l'Église, l'Union s'engageait à faire rayonner le Saint-Siège. Des travaux d'agrandissement du complexe étaient en cours, de nouveaux prêtres y logeraient bientôt. Pour Vazken, ce qui comptait par-dessus tout, c'était la formation de la jeunesse, son accession à la culture, le développement d'une sensibilité et d'une pratique artistique chez les jeunes. À Nork, un quartier populaire d'Erevan, nous vîmes l'un de ces centres où les enfants apprenaient la peinture, le dessin, le tissage et la danse. L'Union et le diocèse d'Ararat
avait en fait repris des bases d'un programme conçu pendant l'ère soviétique et lui avait donné un nouvel élan. Devant la joie et la sérénité des enfants, je replongeais quelques instants dans ma propre enfance, dans ces ateliers d'Alep ou de Beyrouth où des milliers d'orphelins avaient appris un métier. La continuité et la cohérence de l'engagement de l'Union apparaissaient au grand jour, à ceci près que là où s'était jouée notre survie, il était désormais question de l'épanouissement des enfants et de leur regard personnel sur le monde et ses formes. Dans la grande banlieue d'Erevan se trouvait le quartier de Nubarashen, construit par l'Union au début des années 30. C'est là que vivaient les descendants des milliers d'Arméniens rapatriés de Grèce et du Proche-Orient. Je ne l'avais jamais vu, car j'avais fui l'Arménie avant que ne commencent les travaux. Mais tous les rapatriés en parlaient à l'époque. Le buste de Boros Nubash trônait à l'entrée du village comme un gardien bienveillant. Dans le jardin central, des personnes d'âge honorable et dont j'aurais pu être le père jouaient aux cartes et aux échecs. Certains méditaient, l'air vague, presque perdu. En quittant les lieux, je confiai à Vasken mes impressions. L'Union n'avait-elle pas quelque peu oublié les habitants de Nubarashen? Vasken me jura que non, qu'il réfléchissait à de nouveaux projets pour redonner vie au quartier, et que tous les habitants, jeunes ou moins jeunes, pouvaient par exemple être soignés à moindre frais à l'hôpital Saint-Nercès d'Erevan, modernisé grâce à de nouveaux équipements fournis par l'Union. Au sud-est de la ville, longtemps resté à l'écart des activités religieuses et associatives, l'Union venait d'achever la construction d'une église. À quelques encablures de là, dans le centre pour jeunes de Malatya, les enfants du quartier s'initiaient à la danse, au modélisme, à la sculpture et aux échecs. Ce dynamisme de la jeunesse m'enthousiasma, et je me mis à espérer que ces enfants parviendraient tous à effectuer des études supérieures, notamment à l'université américaine, le grand œuvre de l'Union depuis 1991, qui offrait au pays ses ingénieurs, ses entrepreneurs et ses avocats. Autant de compétences indispensables à un petit État en phase de reconstruction. Après 3 jours passés à Yerevan, Vasken jugea que malgré mon grand âge, je pouvais supporter un voyage au Karabakh, cette terre arménienne enclavée en Azerbaïdjan, où Arméniens et Azéris s'étaient durement affrontés entre 1988 et 1994. Tout au long du XXe siècle, la République azérie avait maintenu les 80% d'Arméniens du territoire dans un sous-développement intolérable. Écartée des ressources énergétiques, isolée et harcelée, la population arménienne du Karabakh avait fini par demander le rattachement de la région à l'Arménie en 1988. Une guérilla avait éclaté, puis en 1991, une guerre totale entre l'Azerbaïdjan et les combattants arméniens du Karabakh, épaulés par l'armée de la République d'Arménie.
1994, un cessez-le-feu avait été finalement conclu sous l'égide de la Russie pour stopper l'avance des troupes arméniennes. Les violences avaient été extrêmes, les souffrances et les traumatismes nombreux. Plus de 10 ans après la fin de la guerre, le Karabakh se remettait lentement de ses blessures. À Stepanakert, la capitale, les veuves des combattants et leurs enfants logeaient dans un grand immeuble réhabilité par l'Union. Une école était en construction, ainsi qu'un grand gymnase attenant. Les enfants allaient pouvoir s'y instruire, s'initier à une culture physique que l'Union promouvait depuis toujours, et s'y amuser bien sûr. Ouvrir les habitants de la ville à d'autres horizons et à d'autres sons que ceux des bombardements qui résonnaient encore dans leur mémoire, telle avait été l'idée de l'Union en subventionnant un orchestre de chambre qui répétait dans des locaux modestes, mais s'employait avec talent à redonner à la population le goût du beau et de l'évasion. La musique était destinée à pénétrer le cœur de tous, et peut-être avant tout celui des rescapés des pogroms de Bakou et des personnes âgées prises en charge dans la seule maison de retraite de la ville. L'action de l'Union ne se limitait pas à la capitale. Dans les villages reculés de Paréchène et de Nord-Achène, l'organisation construisait des dispensaires, des écoles et des maisons, et s'attachait à développer une activité agricole capable d'assurer la subsistance des villageois. Nous avons quitté le Karabakh à contre-cœur. Je n'oublierai jamais ces enfants et ces montagnes au crépuscule. Comme je n'avais plus que 2 jours devant moi avant de rentrer à Beyrouth, nous nous rendîmes à Gyumri, la 2e ville du pays, qui avait été durement touchée par le tremblement de terre. Dans l'Académie des Arts entièrement rénovée grâce à une importante donation de Louise Manoukian-Simone, qui avait succédé à son père à la présidence de l'Union en 1989, de jeunes étudiantes en arts plastiques peignaient d'après modèle. Elles semblaient sereines et légères, enfin éloignées des dures réalités qui avaient marqué leur enfance après le séisme. Je restais un moment à les regarder peindre, conscient du nouvel espoir qui les animait. En sortant de Gyumri, Vasken me proposa d'aller à Ani. J'acceptais sans comprendre sa proposition. Pouvait-on vraiment voir Ani? Nous longeâmes la frontière arméno-turque sur plusieurs kilomètres. Et jamais, tout au long du voyage, je ne pus en détourner les yeux. Parce qu'au-delà d'elle et du couchant, il y avait l'Arménie, l'autre Arménie. Ce vieux pays qu'on nous avait dit dans les orphelinats de Damas, d'Adjun, de Dolkiol et de Beyrouth, de ne jamais oublier. Il y avait sa capitale médiévale, que la diplomatie turque avait su arracher aux soviétiques en 1921 lors du tracé de la frontière. Une capitale en ruine qu'il ne nous serait pas permis de voir, pensais-je, puisque dans l'historiographie turque, elle n'existait pas. En fait, seul le monastère d'Oromos était visible, parce que situé sur un bras du territoire turc qui nous faisait face. Impuissants et émus par sa beauté ravagée, nous le regardâmes dans le silence du soir. Restait à accomplir un dernier voyage sur les rives du lac Sevan, un de ces lieux sans âge qui replace aussitôt l'être humain à l'échelle qui est la sienne.
l'Union avait grandement contribué à la fondation d'un séminaire qui assurait la formation d'une 60aine de jeunes prêtres dont le pays manquait. Certes, leur voix n'était pas encore bien assurée, mais un jour viendrait où ils sauraient se montrer dignes des plus grandes chorales liturgiques arméniennes. Nous les suivîmes dans leur ascension vers la chapelle qui allait recueillir leurs prières. Après 70 ans de restrictions religieuses imposées par le pouvoir soviétique et 10 années marquées par la redécouverte progressive de son patrimoine, l'Église renouait sereinement avec la tradition. J'ai attendu le tout dernier moment pour me rendre au mémorial de la catastrophe sur la colline de Tsevnagapest. Comme tous les visiteurs, j'ai déposé une rose près de la flamme. Et alors que les lieux de mon enfance me venaient un à un à l'esprit, j'ai aperçu dans le rougeoiement du foyer ce qui avait toujours fui ma mémoire, les visages de mon père et de ma mère qui me souriaient à Urfa. Cette image que j'avais cherchée toute ma vie et qui s'était toujours dérobée m'est donc revenue dans les derniers instants. Maintenant que j'ai rejoint ma bien-aimée, je sais que tout ce que j'ai entrepris ne l'a été que pour combler cette absence, ce vide dans ma mémoire. J'avais eu pour la première fois conscience de ce vide à l'âge de 18 ans, avant de quitter Chypre et l'Institut Melkonian pour l'Arménie soviétique. Je m'en étais confié à Levon, mon père du désert, dans une lettre qui, comme tant d'autres dans le monde de l'entre-deux-guerres, n'est jamais arrivé à destination. Levon est mort à Marseille en 1945, tué par une balle perdue alors que l'armée allemande se retirait. Sans lui, je n'aurais jamais connu Damas, Aydın, Dörtyol et Beyrouth. Sans lui, j'aurais grandi loin des forces vives de l'Union, cette vieille dame dont je suis de quelques années le cadet, et l'enfant aussi. C'est à elle que je dois d'avoir vécu, d'avoir aimé et d'avoir trouvé un pays. Ce n'était pas acquis au départ, mais son défi était là, dans la reconstruction méthodique et généreuse de ce qui avait été détruit. Tous les efforts qu'elle avait déployés pour nous rassembler n'ont pas résisté à la séparation du monde en deux au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et au bouleversement tragique du Proche-Orient. Mais alors que nous devenions définitivement une diaspora occidentale, l'Arménie retrouvait son indépendance. Entre ces deux mondes désormais réconciliés, demeurent les fragiles communautés du Proche-Orient qui restent malgré tout les gardiennes de l'identité en diaspora. En Occident,
Il y a ceux qui s'organisent autour de pôles communautaires. Il y a ceux qui n'ont plus qu'une vague connaissance du monde dont ils sont en partie issus. Et j'en vois d'autres, et ils sont les plus nombreux, qui cherchent, qui s'interrogent, qui souffrent aussi parfois. Parce que malgré le silence des aïeux, ou grâce à lui, quelque chose est passé. Quelque chose qui se nomme héritage, patrimoine, appartenance. Quelque chose d'un monde ancien que l'Union a sauvé en partie et qui, je l'espère, vibrera encore longtemps sur notre terre.